Les Français sont-ils fous? C'est la question qui a explosé sur les réseaux sociaux après qu'un reportage international a montré ce qui s'est passé en France après des pluies torrentielles d'une violence presque irréelle. Avez-vous déjà imaginé ce que l'on ressent quand une petite ville entière semble disparaître en une seule nuit sous l'eau, la boue et le silence? Des rues englouties, des voitures immobilisées jusqu'aux vitres, des commerces fermés brutalement, des toits battus par la pluie comme s'ils allaient céder, des routes coupées, des panneaux arrachés, des ponts surveillés comme des zones de guerre. Et pourtant, le lendemain matin, certaines personnes ouvraient leurs portes avec une pelle à la main, un sourire fatigué sur le visage, et cette phrase presque incompréhensible pour les étrangers. Bon, au moins, la terre sera bien arrosée. C'est cette scène qui a choqué le monde. Pas seulement la violence de la pluie. Pas seulement les images des torrents dévalant les rues de villages français. Mais cette attitude. Cette façon de vivre avec le danger sans se transformer immédiatement en chaos. Cette capacité à râler, oui, parce que les Français râlent, c'est presque un patrimoine national, mais à râler tout en aidant le voisin, tout en portant des sacs de sable, tout en préparant du café pour les pompiers, tout en sortant une vieille dame de chez elle. Tout en nettoyant la boue devant une boulangerie qui n'est même pas la leur. Pour beaucoup d'étrangers, c'était presque impossible à comprendre. Comment un pays connu pour ses débats interminables, ses grèves, ses critiques permanentes, peut-il devenir, au moment du danger, un pays d'une discipline humaine aussi impressionnante? La réponse est plus profonde qu'elle n'y paraît. La France n'est pas seulement le pays de Paris, des cafés, de la mode, de la Tour Eiffel, du vin, des fromages et des cartes postales. La France est aussi un pays de fleuves, de montagnes, de vallées étroites, d'orages méditerranéens, de crues soudaines, d'avalanches, de tempêtes atlantiques, de villages bâtis entre une rivière et une falaise, de maisons anciennes où l'on sait depuis des générations que l'eau peut revenir. On parle souvent de la douceur française, de l'art de vivre, des marchés du dimanche et des terrasses au soleil, mais on oublie que cet art de vivre s'est aussi construit contre la pluie, avec la pluie, parfois sous la menace directe de l'eau. Dans les Cévennes, dans le Gard, dans l'Aude, dans les Alpes-Maritimes, dans les Pyrénées, en Bretagne, en Normandie, dans le Jura, dans les vallées alpines, il existe une mémoire de l'eau. Une mémoire qui n'est pas théorique. Une mémoire inscrite dans les murs, dans les ponts, dans les digues, dans les caves, dans les noms des rues, dans les récits des grands-parents. Les anciens racontent encore les nuits où la rivière est montée si vite que les animaux ont dû être détachés dans l'obscurité. Les habitants connaissent le bruit particulier d'un ruisseau qui cesse d'être un ruisseau et devient soudain une menace. Ils savent que l'eau n'arrive pas toujours avec fracas. Parfois, elle arrive d'abord comme une inquiétude, puis comme une ligne brillante au fond de la rue, puis comme une force qui ne demande la permission à personne. Et pourtant, malgré cela, les villages continuent de vivre. Les trains repartent. Les boulangers rallument leurs fours. Les écoliers reviennent en classe. Les routes sont déblayées. Les cafés rouvrent. Les voisins discutent devant les portails en comparant la hauteur de l'eau comme d'autres comparaient la taille des tomates dans leur jardin. Cette normalité après le désastre, c'est peut-être ce qui fascine le plus les étrangers. Ils voient des images de catastrophes, puis ils voient des gens qui ne se comportent pas comme des victimes absolues. Ils voient de la fatigue, de la colère parfois, des critiques envers l'administration, des questions sur l'urbanisme, des reproches contre les infrastructures, mais ils voient aussi une force collective qui surgit sans grand discours. En France, les catastrophes naturelles ne produisent pas seulement de la peur. Elles réveillent une vieille idée française, la commune. Pas la commune comme mot administratif, mais la commune comme espace de vie partagé. Le village, le quartier, la rue, la place, le café, la boulangerie, l'école, la mairie. Quand l'eau monte, ce n'est pas seulement la maison individuelle qui est menacée. C'est tout un petit monde. Et quand tout un monde est menacé, même ceux qui ne s'aimaient pas beaucoup la veille finissent souvent par se parler. Voilà ce que les caméras étrangères ont capté sans toujours le comprendre. La France profonde, celle qui critique tout, mais qui, au moment exact où il faut agir, sait encore faire corps. Les pluies françaises peuvent être terribles. Ceux qui ne connaissent de la France que les cartes postales parisiennes ont parfois du mal à imaginer la violence d'un épisode cévenol. En quelques heures, des quantités d'eau énormes peuvent tomber sur des vallées encaissées. Les sols se saturent, les rivières gonflent, les routes deviennent des canaux, les parkings se transforment en bassins, les caves se remplissent, et les habitants comprennent très vite qu'il ne s'agit plus d'un simple mauvais temps. Dans le sud-est, les orages méditerranéens ont cette brutalité particulière. Le ciel semble se déchirer, la pluie tombe verticalement puis horizontalement, les gouttières débordent, les volets claquent, les sirènes retentissent, les téléphones vibrent avec des alertes. Et chacun se demande si cette fois encore, le village tiendra. Un climatologue allemand, le docteur Matthias Keller, invité sur une chaîne européenne, a eu cette phrase devenue virale. La France est l'un des rares pays où l'on peut voir, dans la même journée, une catastrophe hydraulique et une scène de solidarité presque théâtrale. Certains ont trouvé la formule exagérée. D'autres l'ont trouvée parfaitement juste. Car c'est bien cela qui frappe. La France n'est pas un pays silencieux face au danger. Elle discute, elle accuse, elle analyse, elle polémique. Mais elle agit aussi. Elle transforme souvent la crise en conversation collective, puis la conversation en action.
Un voisin arrive avec une pompe. Un autre avec une remorque. Une femme prépare des thermos. Un restaurateur donne des repas. Un agriculteur sort son tracteur. Un garagiste aide à dégager une voiture. Un maire reste éveillé toute la nuit dans une salle communale. Des bénévoles de la protection civile et de la Croix-Rouge installent des lits de camp. Et soudain, ce pays réputé individualiste montre un visage que le monde ne s'attendait pas à voir. Il faut le dire franchement, cette image dérange certains clichés. À l'étranger, on aime parfois caricaturer les Français comme arrogants, froids, râleurs, obsédés par leurs droits, incapables de discipline collective. Mais les catastrophes racontent une autre histoire. Elles montrent un peuple qui ne se laisse pas facilement pressionner, un peuple qui peut critiquer l'État tout en attendant beaucoup de lui, un peuple qui peut se moquer de ses élus tout en se rassemblant devant la mairie quand il faut distribuer des bouteilles d'eau. Un peuple qui peut se plaindre de tout mais ne supporte pas de laisser quelqu'un seul dans la détresse. Et c'est précisément cette contradiction qui rend la France fascinante. La France n'est pas simple. Elle n'est jamais simple. Elle est nerveuse, bruyante, fière, parfois injuste, parfois magnifique. Mais dans la boue, elle révèle souvent une vérité plus profonde que dans les discours officiels. Les pluies ne sont pas seulement des ennemis. Elles font aussi partie de la beauté française. Elles nourrissent les vignobles, les prairies, les forêts, les vergers, les rivières, les nappes phréatiques. Sans l'eau, il n'y aurait pas ces paysages qui font rêver le monde. Les vallées de la Loire, les pâturages normands, les collines du Beaujolais, les vignes d'Alsace, les champs du Sud-Ouest, les montagnes enneigées, les rivières qui traversent les villes anciennes. La France agricole, la France gastronomique, la France des marchés, la France du pain, du vin, des fromages et des fruits, dépend de cette eau. L'eau qui détruit parfois est aussi celle qui nourrit. Et les Français, même quand ils la redoutent, le savent depuis longtemps. Dans certains villages, la gestion de l'eau est une tradition presque invisible. On surélève les stocks dans les caves. On connaît les chemins que l'eau emprunte. On ne gare pas n'importe où quand l'orage menace. On nettoie les fossés. On surveille le vieux pont. On sait quelle rue devient dangereuse la première. On sait chez qui frapper si une personne âgée ne répond pas au téléphone. Ce sont des savoirs modestes, transmis sans grand manuel, par l'expérience, par les catastrophes passées, par les erreurs aussi. La modernité a parfois fait oublier ces prudences anciennes. On a construit trop près des rivières, trop vite, trop sûr de soi. Et chaque inondation rappelle brutalement que la nature ne signe aucun contrat avec les promoteurs immobiliers. Mais la France possède une autre force, sa culture locale. Dans un pays centralisé, on oublie souvent la puissance des territoires. Or, face aux crues, ce ne sont pas seulement les grandes décisions parisiennes qui comptent. Ce sont les réflexes des communes, des pompiers volontaires, des associations, des habitants. C'est la connaissance du terrain. C'est le voisin qui sait que Madame Moreau vit seule au bout du chemin. C'est le boulanger qui sait combien de pain il peut encore sortir si l'électricité tient. C'est l'agriculteur qui sait par où passer quand la route principale est coupée. C'est la patronne du café qui ouvre sa salle même si elle n'a pas dormi. C'est ce tissu humain qui impressionne les étrangers, parce qu'il ne se voit pas dans les brochures touristiques. Puis est arrivée cette nuit dont tout le monde a parlé. C'était dans le sud de la France, entre le Gard et l'Ardèche, sur une route départementale qui traverse des villages, des collines, des vignes et des zones boisées. Une nuit de novembre, un épisode pluvieux exceptionnel a frappé la région. Les bulletins météo avaient prévenu, mais comme souvent, personne n'imaginait vraiment la violence exacte de ce qui allait se produire. Au début, c'était une pluie dense, inquiétante, mais encore familière. Les habitants disaient « ça tombe bien fort ». Puis, en quelques heures, le ton a changé. Les fossés ont débordé. Les petites routes se sont couvertes d'eau. Des coulées de boue sont descendues des pentes. Des voitures ont ralenti. Puis elles se sont arrêtées. Une file interminable s'est formée sur une portion de route prise entre deux zones inondées. Des centaines de personnes se sont retrouvées bloquées, sans savoir si elles allaient pouvoir avancer, reculer ou simplement attendre jusqu'au matin. Dans les voitures, l'ambiance est devenue lourde. La pluie martelait les carrosseries. Les essuie-glaces semblaient inutiles. Les phares découpaient à peine un rideau gris et noir. Les téléphones perdaient de la batterie. Les enfants s'endormaient puis se réveillaient en pleurant. Les adultes consultaient les informations locales, les messages de la préfecture, les groupes de voisins, les alertes météo. À l'extérieur, on entendait parfois un moteur, parfois une voix, parfois le bruit sourd d'une pierre emportée par l'eau. À l'intérieur, l'air devenait froid, humide, tendu. Certains commençaient à paniquer en silence. D'autres tentaient de rassurer tout le monde avec cette phrase française typique, à moitié courageuse, à moitié absurde. « Bon, on va bien finir par s'en sortir ». Parmi les personnes bloquées se trouvait un Américain, Daniel Morrison, venu pour la première fois en France. Il avait rêvé de Provence, de marchés colorés, de villages en pierre, de bons restaurants, de paysages baignés de lumière. Quelques heures plus tôt, il avait pris des photos de vignes dorées, d'une petite église, d'un café où un vieil homme lisait le journal. Il avait envoyé un message à sa famille. « La France est plus calme que je ne l'imaginais. »
Cette phrase allait lui sembler presque ironique quelques heures plus tard. Car cette nuit-là, sur cette route devenue piège, il ne voyait plus la France des cartes postales. Il voyait une France noire, humide, imprévisible, traversée par la peur. Daniel ne parlait presque pas français. Il comprenait quelques mots, pas assez pour suivre les conversations autour de lui. Son GPS ne servait plus à rien. La voiture de location était arrêtée depuis longtemps. Il avait coupé le moteur pour économiser du carburant, puis l'avait rallumé par moments pour se réchauffer. À travers la vitre, il apercevait des silhouettes qui circulaient sous la pluie avec des lampes. Il ne savait pas si c'était des secours, des habitants, des conducteurs. Il se sentait isolé, étranger, vulnérable. Et c'est à ce moment-là qu'il entendit frapper doucement à sa vitre. Il baissa la fenêtre de quelques centimètres. Une femme d'une 50aine d'années, trempée jusqu'aux épaules, lui tendit un sac en papier. Elle portait un vieux manteau imperméable, une écharpe rouge, et son visage était marqué par le froid. Elle dit lentement, en articulant, « Pour vous. Sandwich. Oh, ça va ?» Daniel reste stupéfait. Dans le sac, il y avait un morceau de baguette garni de fromage et de jambon, une petite bouteille d'eau, une clémentine et une serviette. Il sortit son portefeuille par réflexe. La femme secoua la tête avec une expression presque offensée. « Non, non. Pas d'argent. Ce soir, on aide. C'est tout. » Cette phrase allait l'hanter longtemps. Ce soir, on aide. C'est tout. Pas un slogan. Pas une déclaration officielle. Pas une campagne de communication. Juste une évidence. Une évidence française, locale, humaine. Plus tard, Daniel raconta qu'à cet instant, il avait compris quelque chose que les guides touristiques ne lui avaient jamais expliqué. La France n'était pas seulement un pays d'élégance, de monuments et de gastronomie. C'était aussi un pays où une inconnue pouvait marcher sous la pluie pour donner un sandwich à un étranger bloqué dans une voiture. La femme s'appelait Claire Bousquet. Elle tenait avec son mari une petite boulangerie-pâtisserie dans le village voisin. L'eau avait commencé à entrer dans la réserve, la boutique avait dû fermer, et pourtant, au lieu de rentrer chez elle, Claire avait regardé les pains invendus, les viennoiseries, les bouteilles d'eau, les fruits prévus pour le lendemain. Elle avait appelé son mari. Il y a des gens coincés sur la départementale. On ne va pas laisser tout ça ici pendant qu'ils ont faim. Alors ils ont commencé à préparer des sacs. Des baguettes coupées, du fromage, du jambon, des croissants, des brioches, des bouteilles, tout ce qui pouvait être donné vite. Leur fils, Lucas, a chargé les paniers dans une camionnette. Un voisin a proposé son aide. Puis un autre. En moins d'une heure, la boulangerie fermée est devenue un petit centre de secours improvisé. À quelques kilomètres, un restaurateur marocain installé en France depuis 20 ans, Karim El Amrani, a fait exactement la même chose. Son restaurant était privé de clients à cause des routes coupées. Il avait du riz, des légumes, du poulet, de la soupe chaude. Il a allumé ses fourneaux. Si les pompiers peuvent travailler sous cette pluie, moi je peux cuisiner, aurait-il lancé. Des barquettes de soupe, de couscous, de pâtes et de café ont été préparées. Des bénévoles les ont transportés jusqu'à la file de voitures. La vapeur s'échappait des contenants dans la nuit froide. Les gens ouvraient les vitres, surpris, parfois au bord des larmes. Certains demandaient combien ils devaient payer. La réponse revenait toujours, rien. Gardez vos forces. C'est là que la scène a pris une dimension presque cinématographique. Au milieu d'une route bloquée, sous une pluie battante, dans une France que beaucoup d'étrangers imaginent individualiste, des habitants distribuaient de la nourriture gratuite à des inconnus. Une conductrice a partagé des couvertures. Un artisan a sorti des outils pour dégager de la boue autour d'une roue. Un agriculteur est arrivé avec un tracteur pour aider à déplacer des branches. Des jeunes du village ont guidé les voitures une par une quand une voie était partiellement dégagée. Une infirmière, coincée elle aussi, a vérifié l'état d'une personne âgée. Personne n'avait organisé cela depuis un bureau parisien. Personne n'avait attendu une consigne parfaite. Les gens ont vu une détresse, puis ils ont agi. Évidemment, tout n'était pas parfait. Et c'est important de le dire, parce qu'une histoire qui transforme la France en paradis sans défaut serait ridicule. Certains secours ont mis du temps à arriver, car les accès étaient dangereux. Des automobilistes se sont plaints du manque d'informations. Des habitants ont dénoncé des travaux jamais réalisés, des fossés mal entretenus, des constructions imprudentes. Les réseaux sociaux français se sont immédiatement enflammés. Qui était responsable? La mairie? Le département? L'État? Les propriétaires? Le changement climatique? L'urbanisation? Comme toujours en France, la solidarité n'a pas empêché la polémique. Mais c'est précisément ce mélange qui rend l'histoire crédible. Les Français peuvent aider et critiquer en même temps. Ils peuvent donner une soupe chaude à un inconnu tout en disant que les pouvoirs publics n'ont pas été à la hauteur. Ce n'est pas une contradiction. C'est presque une spécialité nationale. Le lendemain matin, quand la pluie affaiblit, la route ressemblait à un champ de bataille boueux. Les voitures avançaient lentement. Les visages étaient tirés. Certains avaient passé la nuit assis, frigorifiés. Mais quelque chose avait changé. Les gens se saluaient.
Des inconnus se reconnaissaient. On échangeait des nouvelles. Vous avez réussi à dormir? Vos enfants vont bien? Merci pour le café d'hier. Merci pour la couverture. Daniel, l'Américain, gardait le sac de la boulangerie plié sur le siège passager comme un souvenir. Il avait pris une photo de Claire, mais elle avait refusé de poser vraiment. Elle avait dit, ce n'est pas la peine. On a juste fait normal. Juste fait normal. Voilà la phrase qui a le plus choqué les internautes étrangers quand elle a été traduite. Car pour eux, ce n'était pas normal. Dans beaucoup de pays, une crise de ce genre aurait pu produire une compétition pour les ressources, des tensions, une méfiance généralisée. Ici, bien sûr, il y avait de la peur, mais il y avait aussi une forme de confiance minimale. Une confiance fragile, imparfaite, mais réelle. La confiance que quelqu'un finirait par aider. La confiance que le village ne laisserait pas la route devenir un abandon total. La confiance que même dans la nuit, même sous la pluie, même dans la colère, il resterait une part d'humanité. Quand les images ont été diffusées à l'étranger, les réactions ont été massives. Un média britannique a titré « La France que les touristes ne voient jamais ». Une chaîne allemande a parlé d'un « patriotisme discret de la solidarité ». Des internautes américains ont écrit que la scène leur rappelait ce que les communautés locales avaient perdu dans les grandes métropoles modernes. Un commentaire est devenu viral. Ils n'ont pas distribué du pain. Ils ont distribué une raison de ne pas avoir peur. Un autre disait, on se moque souvent des Français parce qu'ils râlent, mais peut-être qu'ils râlent parce qu'ils croient encore que la société doit fonctionner. Cette remarque, à mon avis, touche quelque chose de très vrai. Le râlement français n'est pas toujours seulement du négatif. Parfois, il est l'expression maladroite d'une exigence collective. Les Français se plaignent parce qu'ils attendent quelque chose du monde commun. Et quand ce monde commun est menacé, ils se sentent concernés. Daniel Morrison a été interviewé quelques jours plus tard. Il a déclaré « J'étais venu en France pour voir de beaux villages. J'ai vu une inondation. Mais ce que je retiens, ce n'est pas la peur. C'est une femme sous la pluie qui m'a donné à manger sans me demander qui j'étais. » Cette phrase a circulé partout. En France, certains ont réagi avec fierté. D'autres avec gêne. Les Français n'aiment pas toujours être complimentés directement sur leur bonté. Ils préfèrent souvent dire « N'exagérons rien ». Mais au fond, beaucoup ont compris que cette histoire leur envoyait une image précieuse d'eux-mêmes. Une image qu'ils oublient parfois dans les disputes politiques, les tensions sociales, les débats anxiogènes et les mauvaises nouvelles. Cette histoire n'est pas un accident isolé. Elle s'inscrit dans une longue tradition française de solidarité et de proximité. Les mots changent selon les régions. On parle d'entraide, de voisinage, de coup de main, de système D, de solidarité communale. Dans les campagnes, pendant longtemps, on s'aidait pour les vendanges, les foins, les travaux lourds, les réparations après les tempêtes. Dans les villages de montagne, on savait que survivre à l'hiver exigeait de compter les uns sur les autres. Dans les ports, les familles de marins connaissaient la valeur d'une communauté soudée. Dans les quartiers populaires, malgré les difficultés, des réseaux d'aide informels se sont toujours formés. La France administrative est parfois lourde, mais la France humaine peut être incroyablement rapide. L'expression « système D » résume une part de cette culture. Debrewilidize, adaptation, bricolage, improvisation. Ce n'est pas toujours glorieux. Parfois, cela révèle aussi des manques d'organisation. Mais dans l'urgence, cette capacité à faire avec ce qu'on a devient une force. Une salle des fêtes devient un refuge. Une boulangerie devient une cuisine solidaire. Une camionnette devient un véhicule de ravitaillement. Un groupe de voisins devient une équipe de déblaiement. Une conversation sur un trottoir devient un plan d'action. Voilà ce que les étrangers ont vu, non pas une France parfaite, mais une France capable de transformer ses imperfections en énergie collective. Il y a dans cette scène une leçon très actuelle. Nous vivons une époque où les catastrophes climatiques deviennent plus fréquentes, plus violentes, plus imprévisibles. Les infrastructures comptent, bien sûr. Les alertes météo comptent. Les digues, les plans de prévention, les secours, l'urbanisme, les investissements publics comptent énormément. Il serait irresponsable de remplacer tout cela par de belles histoires de solidarité. Mais une société ne survit pas seulement grâce à ses équipements. Elle survit aussi grâce à la confiance entre ses membres. Quand la route est coupée, quand le réseau tombe, quand l'eau monte trop vite, les premières minutes appartiennent souvent aux gens ordinaires. À ce moment-là, la question n'est plus seulement « que fait l'État ?» La question devient aussi « que faisons-nous les uns pour les autres ?» La France, dans ses meilleurs moments, connaît la réponse. Elle la connaît dans les villages inondés, dans les quartiers frappés par les tempêtes, dans les montagnes isolées, dans les rues où les habitants descendent aider après un orage. Elle la connaît parce que son histoire locale est faite de dépendance mutuelle. Elle la connaît parce que les cafés, les marchés, les écoles, les mairies, les associations, les casernes de pompiers volontaires ne sont pas seulement des lieux. Ce sont des points d'ancrage. Ce sont des endroits où la société cesse d'être abstraite. On peut parler de république, de solidarité nationale, de service public, mais dans la nuit d'une inondation,
la République a parfois le visage d'une boulangère qui tend un sandwich à un touriste américain. Et c'est là que la réaction étrangère devient intéressante. Beaucoup de visiteurs viennent en France avec une idée déjà faite. Ils veulent voir Paris, Versailles, Nice, Bordeaux, Lyon, la Provence, les châteaux, les musées, les restaurants. Ils s'attendent à de la beauté, parfois à de l'arrogance, parfois à un service un peu sec, parfois à des discussions passionnées. Mais ils ne s'attendent pas toujours à découvrir une solidarité aussi concrète. Ils ne s'attendent pas à voir un pays qui, sous la pluie, cesse soudain de jouer son rôle touristique et montre son visage brut. Un visage moins élégant peut-être, mais plus émouvant. La France couverte de boue, avec des bottes, des gants, des thermos et des sacs de pain, est peut-être plus vraie que la France figée sur les cartes postales. Une journaliste italienne, Sofia Ricci, qui couvrait l'événement, a écrit dans sa chronique « Les Français ont une manière étrange d'être solidaires. Ils ne sourient pas toujours, ils ne prononcent pas de grands discours, ils peuvent même sembler agacés. Mais ils sont là. Et parfois, être là vaut plus que toutes les phrases aimables du monde. » Cette observation a fait réagir, parce qu'elle décrit très bien une certaine pudeur française. En France, on n'aide pas toujours avec des mots doux. On aide parfois en disant « Allez, poussez-vous, je vais le faire ». On aide en critiquant la manière dont l'autre tient la pelle. On aide en donnant une consigne sèche. On aide en râlant contre la pluie. Mais on aide. Et au final, la personne secourue ne retient pas toujours le ton. Elle retient la présence. Bien sûr, il ne faut pas idéaliser. Il existe aussi de l'indifférence, de l'égoïsme, des tensions, des abandons, des erreurs, des lenteurs. Certaines victimes de catastrophes se sentent oubliées. Certains territoires ont le sentiment que Paris ne les regarde que lorsque les caméras arrivent. Certains habitants vivent des mois, parfois des années, avec les conséquences matérielles et psychologiques des inondations. Les assurances, les démarches administratives, les reconstructions, les pertes d'objets familiaux, les maisons fragilisées, tout cela ne disparaît pas grâce à un sandwich donné dans la nuit. Mais justement, c'est parce que la catastrophe est longue et dure que les gestes humains comptent. Ils ne réparent pas tout. Ils empêchent simplement le désespoir de devenir total. Ce qui s'est passé cette nuit-là a aussi lancé un débat en France. Certains ont demandé davantage de moyens pour les communes exposées. D'autres ont réclamé une meilleure information des automobilistes, une gestion plus stricte des routes en zone dangereuse, un entretien plus sérieux des cours d'eau et des fossés, une réflexion sur les constructions en zone inondable. Ces critiques sont nécessaires. La solidarité ne doit jamais devenir une excuse pour accepter l'impréparation. Une société digne ne peut pas dire aux citoyens « débrouillez-vous entre voisins » pendant que les infrastructures vieillissent. Mais l'inverse est vrai aussi. Même le meilleur système public ne remplacera jamais totalement la vigilance et l'entraide locale. La vraie force se trouve dans l'alliance des deux, des institutions solides et une population qui ne détourne pas le regard. Ce point est essentiel pour comprendre pourquoi l'histoire a tant touché l'étranger. Elle ne disait pas seulement « regardez comme les Français sont gentils ». Elle disait « regardez ce qu'une société peut encore produire quand il reste des liens entre les gens ». Dans un monde où beaucoup se sentent seuls, où les villes deviennent anonymes, où les crises créent souvent de la méfiance, cette scène avait quelque chose de presque provocateur. Elle rappelait que la modernité n'a pas à détruire l'entraide. Elle rappelait qu'une boulangerie de village peut devenir plus importante qu'une application mobile. Elle rappelait qu'un voisin équipé d'une pelle peut parfois compter autant qu'un communiqué officiel. Elle rappelait que la civilisation se mesure aussi à la façon dont on traite un inconnu bloqué sous la pluie. Et c'est peut-être cela qui rend la France si particulière. Ce pays adore les grandes idées, mais il survit souvent grâce aux petits gestes. Il parle de liberté, d'égalité, de fraternité, mais ces mots seraient vides s'ils ne descendaient jamais dans la boue. Or, cette nuit-là, la fraternité n'était pas gravée sur un fronton de mairie. Elle était dans un sac de pain. Elle était dans une soupe chaude. Elle était dans une couverture partagée. Elle était dans une phrase simple. « Ça va ? Vous avez besoin de quelque chose ?» Elle était dans la main d'un agriculteur qui dégageait une branche, dans la lampe d'un bénévole, dans le café préparé pour des pompiers épuisés, dans le silence d'une femme qui ne voulait pas être filmée parce qu'elle estimait n'avoir rien fait d'extraordinaire. Quand Daniel est rentré aux États-Unis, il a publié un long message. Il y racontait sa peur, son incompréhension, puis l'arrivée de Claire. Il écrivait « Je croyais que la France était un pays à visiter. J'ai compris que c'était aussi un pays à rencontrer. » Cette phrase, très simple, a touché beaucoup de Français. Parce qu'au fond, c'est peut-être ce que la France demande au monde, ne pas seulement la visiter, mais la rencontrer. Ne pas seulement photographier ses monuments, mais comprendre ses contradictions. Ne pas seulement juger ses colères, mais voir ce qu'elles cachent parfois. Une attente immense envers la vie collective, une incapacité à accepter que les choses soient médiocres, une fierté blessée mais vivante, une fraternité qui n'aime pas se mettre en scène mais qui apparaît quand l'eau monte. Les pluies reviendront. Les crues reviendront. Les débats reviendront. Les erreurs aussi, probablement. La France devra s'adapter, mieux prévoir, mieux construire, mieux protéger. Les épisodes extrêmes ne peuvent plus être traités comme des surprises exceptionnelles. Ils font partie du nouveau réel.
Mais si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est que la résilience ne se trouve pas seulement dans le béton, les cartes de vigilance et les plans d'urgence. Elle se trouve aussi dans une culture. Dans une façon de dire, on ne laissera pas quelqu'un seul. Dans une façon de considérer que le malheur d'un inconnu devient, au moins pour quelques heures, une affaire commune. Voilà pourquoi les images ont bouleversé tant de personnes à l'étranger. Elles montraient une France moins brillante que celle des films, mais plus profonde. Une France trempée, boueuse, fatiguée, parfois en colère, mais debout. Une France où les habitants nettoient devant leurs portes en plaisantant amèrement. Une France où l'on peut critiquer l'administration le matin et servir des repas aux sinistrés le soir. Une France où la pluie révèle autant les failles du territoire que la force des liens humains. Une France qui rappelle au monde une vérité simple. Les catastrophes ne testent pas seulement les routes et les bâtiments. Elles testent les cœurs. Et dans cette nuit de pluie, au bord d'une route départementale noyée de boue, quelque chose a brillé plus fort que les phares des voitures. Ce n'était pas un miracle spectaculaire. Ce n'était pas une mise en scène héroïque. C'était une somme de gestes ordinaires. Une boulangère, un restaurateur, un agriculteur, des bénévoles, des conducteurs, des voisins, des inconnus. Chacun a donné un peu. Un sac, une soupe, une couverture, une parole, une main. Et ce peu, additionné dans la nuit, est devenu immense. Alors, les Français sont-ils fous? Peut-être un peu. Fous de discuter même sous la pluie. Fous de râler en portant des sacs de sable. Fous de dire que tout va mal tout en faisant exactement ce qu'il faut pour que quelqu'un aille un peu mieux. Fous de cacher leur tendresse derrière une phrase sèche. Fous de transformer une boulangerie fermée en refuge improvisé. Mais si c'est cela, la folie française, alors le monde aurait peut-être besoin d'un peu plus de cette folie. Car la pluie peut emporter les routes, salir les maisons, couper l'électricité et effacer pendant quelques heures l'illusion de contrôle que nous avons sur nos vies. Mais elle ne peut pas emporter une chose, tant que les hommes et les femmes décident de la protéger, la chaleur humaine. Cette chaleur-là ne vient pas du soleil. Elle vient des gestes. Elle vient de la mémoire des villages. Elle vient de la fraternité concrète. Elle vient de cette idée simple, presque ancienne, presque oubliée, mais encore vivante en France. Quand quelqu'un est dans la difficulté, on ne lui demande pas d'abord son nom, son origine, sa langue ou son argent. On lui tend quelque chose. On lui demande s'il va bien. On reste là. Et peut-être que c'est cela, le vrai visage de la France quand le ciel s'effondre. Pas un pays parfait. Pas un pays sans contradiction. Pas un pays qui aurait toutes les réponses. Mais un pays capable, dans la boue et le froid, de rappeler au monde que la civilisation commence souvent par un morceau de pain donné à un inconnu.